Bonjour à tous. Je m'appelle Patrick de Casanove, je suis le président du cercle Frédéric Bastiat, je suis médecin coordonnateur à NEPAD et je n'ai pas de conflit d'intérêt. Je vous remercie de venir participer à cette conférence sur Covid, confinement et liberté. Je vais vous parler quelques minutes d'abord de Frédéric Bastiat et de sa pensée. Et ensuite, sur une petite demi-heure, je vous expliquerai différents éléments. Et après la demi-heure, nous pourrons à ce moment-là échanger et je répondrai à vos questions. Alors, la philosophie de Frédéric Bastiat repose sur ce que l'on appelle les droits naturels. Il y a trois droits naturels. Il y a la personnalité, la liberté et la propriété. Et c'est ainsi que Frédéric Bastiat définit l'homme. C'est dans la loi qui est son ouvrage principal. Les trois droits naturels, je vais vous détailler un petit peu pour vous dire ce qu'il entend par la liberté. Dans la liberté, il définit comme ça, c'est la propriété, le droit de jouir du fruit de son travail, le droit de travailler, de se développer, d'exercer ses facultés comme on l'entend, sans que l'État intervienne autrement que par son action protectrice, c'est la liberté. Alors quand il dit action protectrice, ce n'est pas l'action protectrice de l'État telle que l'on comprend aujourd'hui, c'est-à-dire un État nounou. L'action protectrice de l'État consiste simplement à défendre et à garantir les droits naturels, propriété, liberté, personnalité. La propriété, il la définit comme ça. J'entends par propriété le droit qu'a le travailleur sur la valeur qu'il a créée par son travail. Dans la force du mot, l'homme n'est propriétaire. La propriété n'est que le prolongement des facultés. Séparer l'homme de ses facultés, c'est le faire mourir. Séparer l'homme du produit de ses facultés, c'est encore le faire mourir. L'homme est propriétaire de lui-même, par conséquent de ses facultés, et par la suite du produit de ses facultés. Ce qui veut dire que pour Frédéric Bastiat, la propriété ne se limite pas à la propriété foncière. Enfin, la personnalité, pour Bastiat, c'est que chaque individu est une personne unique. Ça veut dire que c'est une personne unique, naturellement libre, naturellement responsable de ses actes, apte à choisir, apte à décider pour elle-même. C'est une personne qui a des projets de vie et qui a des rêves. À partir du moment où elle est unique, elle a une identité, elle a une culture. Être une personne, c'est vivre. Et être une personne, ce n'est pas être un simple rouage d'une mécanique sociale avec un directeur ou un patron ou un chef qui décide ce que vous devez faire de votre vie et comment gérer cette mécanique sociale. Une sorte de grand mécanicien. C'est pas du tout ça. Alors, nous allons parler quelques instants maintenant du Covid, de la Covid plutôt, puisque c'est une infection, c'est une maladie. Alors, il faut différencier en fait deux choses. Il faut différencier l'infection elle-même, c'est-à-dire que l'épidémie est une infection à un virus qui s'appelle SARS-CoV-2, et ça, c'est un virus. Et une épidémie, ça relève de la médecine. Et il faut différencier, c'est l'épidémie avec ce qu'on appelle communément la crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est une catastrophe planétaire, puisqu'on en est là aujourd'hui, et c'est aussi une catastrophe française. Elle a été liée au traitement politique de l'épidémie. Elle a commencé en France le 12 mars, et le 16 mars, nous étions en guerre. Alors, quand on a été en guerre, qu'est-ce qui est important avec ce coronavirus? Donc, maintenant, ce que l'on sait, puisqu'on a du recul, l'épidémie dure, ça fait à peu près un an qu'on est dans cette configuration. Il y a des choses importantes. Est-ce qu'on en meurt et qui c'est qui en meurt? Alors, c'est sûr que tout le monde peut être touché. En théorie, tout le monde peut être touché. Mais ce qui est important, c'est donc qui c'est qui en meurt. Alors, maintenant, on sait que c'est une infection qui est peu mortelle quand elle est bien prise en charge et surtout très précocement prise en charge. Les derniers chiffres de mortalité qui sont parus font état d'une mortalité de 0,05 ou 0,06%, tandis que la létalité de 0,2 voire 0,1%. Ça, ce sera à retenir si tout à l'heure il y a des questions sur la vaccination. Après, qui c'est qui meurt? Alors, les personnes qui décèdent de coronavirus, ce sont essentiellement des personnes âgées, des personnes fragiles et qui ont des comorbidités. Ce qu'on appelle les comorbidités, ce sont des maladies complémentaires qui aggravent la situation.
par exemple un diabète, une bronchopathie chronique obstructive, une insuffisance respiratoire, une insuffisance cardiaque, un cancer, et toutes les pathologies graves que l'on peut avoir ou que certains peuvent attraper et peuvent avoir durant leur vie. Donc, ce que l'on constate avec le coronavirus, c'est que l'âge moyen de décès est de 84 ans. C'est une majorité d'hommes. Et en général, les personnes décèdent au-delà de l'espérance de vie théorique à la naissance. L'espérance de vie est de 79,6 ans en 2019 pour les hommes et de 85,6 pour les femmes. Donc, c'est une maladie qui ampute peu l'espérance de vie. Et cela ampute d'autant moins que les personnes âgées qui décèdent avec comorbidité, ce qui veut dire que l'espérance de vie des personnes qui ont ces comorbidités est plus courte que l'espérance de vie des personnes qui n'en ont pas. Donc, la perte d'années de vie est elle aussi à relativiser. Pour voir la durée de vie, l'espérance de vie des personnes en fonction des comorbidités, on utilise ce qu'on appelle le score de Charlson. Le score de Charlson prend en compte beaucoup de comorbidités, mais pas toutes. Plus le score de Charlson est élevé, plus les probabilités de décès dans l'année sont importantes. Et il faut en tenir compte. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de personnes jeunes qui décèdent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ces personnes jeunes ont en général beaucoup de comorbidités elles aussi. Pour quelques-unes, on n'en a pas trouvé. Alors, on n'a pas trouvé, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, ça veut simplement dire qu'on ne les a pas trouvés. On ne sait pas du tout la cause de ces quelques décès sans comorbidité. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on peut éviter ces complications, ces décès? Alors oui, on peut les éviter, bien évidemment, puisque si on arrive à prendre en charge très tôt cette pathologie, ce sont des décès que l'on peut éviter, pas tous, mais on peut éviter beaucoup de décès, beaucoup de complications, quel que soit l'âge de la personne. Alors, ce qui est important, c'est de laisser les médecins faire leur travail, c'est-à-dire de les laisser libres de prescrire les médicaments qu'ils souhaitent et de discuter avec leurs patients et de laisser les patients qui ont confiance envers leur médecin la possibilité de choisir s'ils acceptent ou pas un traitement. La prise en charge de la pathologie ayant été ce qu'elle a été, c'est-à-dire que c'est l'État qui s'est emparé de la prise en charge de la pathologie et qui l'a confisquée aux médecins, nous avons eu ce qu'on appelle le confinement. Alors, juste avant de commencer le confinement, je vais dire un petit mot sur la contamination d'Emmanuel Macron, puisque c'est d'actualité. Il est intéressant de noter que dans ce cas-là, Emmanuel Macron a été contaminé malgré le confinement. Il a été contaminé malgré les mesures barrières qu'on suppose ou qu'on espère qu'il a prises, ce qui veut dire que la pathologie, l'infection a sa cinétique propre, a sa dynamique propre, ce qui veut dire que le confinement ou les gestes barrières, malheureusement, ne suffisent pas à contenir l'épidémie et qu'on peut le faire, qu'on peut être contaminé même si on est rigoureux. Et ça, alors, il y a une chose qui m'a marqué aussi, c'est-à-dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire que l'État peut nous conseiller, nous demander de ne pas être plus de 6 à table ou de ne pas recevoir des gens, il va se mêler de notre vie très personnelle, très privée, en se dispensant lui-même de suivre ces recommandations. Or, pour nous, l'État doit être exemplaire. Il ne doit pas se mêler de grand-chose, mais il doit être exemplaire dans ce qu'il fait. Bref. Donc, le 16 mars, comme les hommes politiques se sont emparés de l'épidémie, nous étions en guerre. Alors, c'était une guerre très bizarre parce qu'on ne nous a pas dit nous sommes en guerre, vous allez vous battre et on fera feu de tout bois et nous allons prendre toutes les armes que nous avons à notre disposition pour battre le coronavirus. On nous a dit vous êtes en guerre, planquez-vous. Tout le monde aux abris, tairez-vous, restez chez vous. Alors, ce n'est pas vraiment une incitation au combat et ce n'est pas vraiment une incitation que l'on envoie pour un peuple guerrier. Donc, cette mesure qui a été confinement, il faut quand même savoir qu'elle n'a jamais été prise de toute l'histoire de l'humanité. Aucune mesure de ce genre n'a été prise. En particulier, on n'a jamais mis dans le même local, dans le même lieu, des gens malades et des gens pas malades. En général, ce qu'on faisait, c'est quarantaine, c'est-à-dire qu'on mettait de côté les personnes qui étaient malades et les personnes saines en étaient séparées. Donc ça ne s'est jamais fait. Alors pourquoi c'était possible? Parce que c'était possible parce que le gouvernement a travaillé par la peur. C'est-à-dire que tous les jours,
très régulièrement et encore maintenant, nous avons des messages qui sont des messages angoissants. On nous martèle, on a toujours martelé des chiffres qui sont inquiétants. On nous a aussi annoncé des prévisions de centaines de milliers de décès qui ne sont jamais avérés exacts. Mais tout ça, ça avait pour but d'instiller la peur de façon à ce que le gouvernement puisse après fasse passer ce qu'il veut. Donc, c'est ce qui est arrivé. Nous avons tous été confinés, nous avons été reconfinés. Alors, l'avenir qu'on nous proposait, c'était de vivre dans un monde qui était désinfecté et stérile. Alors ça, c'est pas vraiment vivre, hein. Être vivre, ce n'est pas être physiologiquement non mort. Ce n'est pas ne pas avoir de souffrance physique le plus longtemps possible. Et surtout, ce n'est pas rester non mort dans un système où on n'a plus de liberté. En particulier, la liberté, la joie ou le plaisir de rencontrer nos amis, de prendre dans nos bras nos familles, de serrer nos petits-enfants, nos enfants, etc. Tous ces projets de vie, tous ces bonheurs simples, cette convivialité qui font l'humanité. S'il n'y a pas ces éléments-là, eh bien, ce n'est pas une vie. Nous sommes dans un univers stérile qui est un univers inhumain. Donc, il faut vraiment être conscient de ceci. Alors, l'État ayant confisqué la prise en charge de l'épidémie, il a interdit, comme je disais tout à l'heure, aux médecins de prescrire les médicaments qu'ils souhaitaient. Alors, évidemment, le gouvernement, l'État a choisi comme moyen de traiter l'épidémie le confinement, qui n'est pas un moyen médical, c'est un moyen politique. Et il a refusé, il n'a pas laissé les médecins utiliser les moyens médicaux, surtout un traitement précoce. Le traitement médical précoce qui a été le plus essayé et mis en pratique, c'est azithromycine et hydroxychloroquine. Donc ce traitement-là a été interdit, en particulier l'hydroxychloroquine est interdit d'usage aux médecins. Maintenant, il faut faire une prescription hors AMM. Il y a beaucoup de médecins qui sont restés très inquiets et qui hésitent encore à le prescrire. Donc, le confinement n'est pas un traitement médical et le confinement, même s'il est réclamé par un médecin, parce qu'il y a des médecins qui ont réclamé le confinement, ça ne fait pas un argument médical non plus. C'est pas parce qu'un médecin réclame un confinement que ça en fait un argument médical. Les médecins, par contre, ce sont des êtres humains qui peuvent être inquiets et avoir peur de la situation. Donc, c'est pas comment ça étonnant ou inhabituel, c'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que, certes, le virus est un virus nouveau, mais la manière médicale de prendre en charge les épidémies repose sur des principes très très simples qui sont connus depuis le 19e siècle, c'est-à-dire il faut protéger les plus faibles, dépister les malades, les mettre à l'écart et soigner. En gros, quand vous allez voir votre médecin quand vous avez une pathologie infectieuse, votre médecin vous voit, il vous examine, il explique ce que vous avez, puis il dit, je vous fais l'arrêt de travail, ça s'appelle isolé, il vous met un traitement. Et donc, il vous traite, il isole, et ensuite, il regarde qui c'est qui a pu vous contaminer et qui c'est que vous risquez de contaminer pour mettre en place une protection des personnes qui sont à risque autour de vous. Par exemple, il va vous dire, n'allez pas voir votre maman en ce moment parce que... Donc ça, ce sont des choses qui sont faites très, très naturellement par les médecins traitants depuis bien longtemps. Alors, ce qui est intéressant de regarder également, c'est que cette décision de confinement, qui est une décision purement politique, a été prise à un moment, à une période où l'humanité n'a jamais été aussi puissante, n'a jamais été aussi développée technologiquement, scientifiquement, matériellement, médicalement, pour prendre en charge des épidémies. Et pourtant, le seul outil qu'on nous a proposé, c'est le confinement. Donc, on a enfermé toute la population pour la première fois dans l'histoire. On a assigné à résidence des gens sains, on les a mélangés avec des malades. On a interdit aux gens de travailler, on a interdit aux gens de se soigner, puisqu'on leur a dit si vous allez rester chez vous, si vous n'allez vous soigner que si vous avez des signes respiratoires importants, ou on leur a dit également, surtout, on leur a interdit de prendre ou de faire traiter par azithromycine ou hydroxychloroquine en particulier. Donc, c'est la première fois que l'État intervient si profondément dans la vie privée. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'en France, aujourd'hui, tout tourne autour du confinement. On ne discute plus de sa pertinence, on discute éventuellement de la manière dont on peut l'alléger. On discute jauge, on discute tout ce que vous voulez, mais on ne discute pas de la pertinence du confinement. Or, c'est bien de la pertinence du confinement qu'il faut traiter, qu'il faut parler. Alors, on se dit aussi que l'État n'avait pas d'autre choix. En fait, ce n'est pas vrai, puisqu'on a vu que si on traitait de manière précoce l'épidémie, on avait de bons résultats. L'État n'avait pas d'autre choix
En fait, c'était lui qui s'était interdit tous les autres choix disponibles. C'est-à-dire que quand nous avons été confinés, le prétexte a été d'éviter la surcharge des hôpitaux et la surcharge en particulier des services de réanimation. Ça a été également de protéger les personnes âgées. Seulement, enfermer tout le monde n'est pas le moyen le plus pertinent pour protéger les personnes à risque et pour protéger, éviter la surcharge hospitalière. Si l'on veut, si on veut éviter la surcharge hospitalière, par exemple, si on traite les personnes tôt, il y aura moins de personnes qui iront à l'hôpital. Donc, en fait, on peut considérer que c'est une maladie de médecin généraliste, une maladie de médecine de premier contact. Cette maladie, quand les médecins généralistes la prennent en charge et la traitent précocement, il y a moins de complications, moins de personnes dans les hôpitaux. L'autre élément, moins de personnes qui arrivent en réanimation. Après, la réanimation a fait des progrès aussi. On peut prendre en charge à domicile les personnes qui autrefois étaient en réanimation et qui étaient intubées. Ça fait moins maintenant, et grâce à l'oxygénothérapie à haut débit. Et cette oxygénothérapie à haut débit peut même se faire à domicile jusqu'à une certaine limite. Enfin, il faut savoir aussi que quand on n'a pas de lit de réanimation, on peut aussi en créer davantage. Vous direz que la liste est facile, que la personne qui va avec, c'est pas évident. Oui, c'est certain, mais quand on a plusieurs mois devant soi, on a la possibilité de former des praticiens à une prise en charge de malades plus lourds que d'habitude. Par exemple, les médecins généralistes sont un petit peu les couteaux suisses de la médecine, sont des personnes qui sont aptes à faire beaucoup de choses, donc on peut les inciter, c'est gratifiant pour eux, à prendre en charge des patients un peu plus lourds qu'ils prennent d'habitude, surtout s'il y a une supervision, une sécurité avec un réanimateur et des services hospitaliers derrière. Bref. Donc, résultat, c'est pas ça qui a été fait. On a confiné tout un tas de gens et le résultat n'a pas été à la hauteur des espérances des hommes politiques, puisque il y a eu beaucoup de décès. Donc, les décès ont été en partie liés au confinement lui-même. C'est des personnes qui n'ont pas été soignées, des personnes atteintes du coronavirus qui n'ont pas été soignées assez tôt, des personnes qui auraient dû être soignées qui ne l'ont pas été, des personnes dont les pathologies n'ont pas été diagnostiquées. Et puis maintenant, ce qui apparaît aussi, c'est tous les dégâts qui sont les dégâts psychologiques. Alors, sur les personnes actives qui ne peuvent plus travailler, dont on a brisé la vie. Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y a les restaurateurs, le monde de la nuit, le monde du spectacle, le monde de la culture. La liste est extrêmement longue. Si vous allez sur Internet, vous trouverez sans aucune difficulté toutes les personnes qui ont été gênées et détruites par ce confinement. Ce confinement, en fait, va en dire long sur notre système de santé, ce qui veut dire que notre système de santé est un système qui n'a pas été suffisamment résilient, suffisamment préparé pour pouvoir encaisser une épidémie telle que celle du SARS-CoV-2. Alors c'est assez inquiétant parce que ce n'est pas la première épidémie que l'humanité affronte, c'est la première épidémie que l'humanité traite, que le politique traite par un confinement, mais la manière dont le système de santé, au prétexte que le système de santé ne pouvait pas encaisser le choc. Et c'est ce prétexte, le fait que notre système de santé était présumé ne pas pouvoir encaisser le choc qui est inquiétant, parce qu'en fait, depuis plusieurs années, la gestion du système de santé est une gestion extrêmement comptable. C'est une gestion administrative. On a supprimé beaucoup de lits. On a supprimé beaucoup de lits en particulier de réanimation ou de psychiatrie ou d'ailleurs. Et le résultat a été que finalement, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas de marge de sécurité. Si on réfléchit un peu, cette crise révèle aussi beaucoup sur notre société, parce que notre société s'est révélée aussi extrêmement fragile, puisqu'elle elle a eu du mal à encaisser elle-même le choc. Elle s'est vite soumise aux directions de l'État. Elle s'est retrouvée assez perdue, elle s'est retrouvée assez sans repère. Donc, c'est une société en difficulté. Et puis, ça en dit aussi long sur notre système politique. C'est un système politique extrêmement centralisé, où en pratique, il y a une seule personne qui décide et on attend pardon, la voix régulièrement pour savoir ce qu'on doit faire, ce qui est assez étonnant quand on considère un pays démocratique où les gens doivent être responsables d'eux-mêmes et de vivre leur vie. Être suspendu comme ça à la décision d'une autorité centrale est quelque chose qui est assez inquiétant sur notre pays. Et quand on voit que les décisions de l'autorité centrale amènent à une privation de plus en plus importante de liberté, nous arrivons à un système totalitaire. Et ce système totalitaire, la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Puisque nous abordons le système totalitaire, nous allons parler un peu de la liberté. Dans la liberté, c'est quelque chose dont je vous ai
qui est un droit naturel pour Frédéric Bastiat. Donc l'homme est naturellement libre. Et vivre sans liberté, évidemment, ce n'est pas vivre. En supprimant la liberté, l'État montre qu'il ne respecte pas les Français, qu'il ne respecte pas leur travail, qu'il ne respecte pas la transmission de leur savoir, qu'il ne respecte pas leur projet de vie et que les personnes ne peuvent plus disposer de ce qui leur appartient. Ils ne peuvent pas disposer du fruit de leur travail, ils ne peuvent pas non plus assumer leurs responsabilités. Quand on leur dit respectez les gestes barrières, mettez un masque ou respectez les mesures de sécurité ou ne sortez pas, restez chez vous, c'est votre responsabilité. Non, ce n'est pas tout à fait ça la responsabilité. La responsabilité, c'est d'être libre de choisir ce que l'on veut faire et ensuite d'assumer la responsabilité de l'acte libre. Ce n'est pas d'accepter ou de subir une contrainte sans se révolter. Ça, c'est différent. Donc, il faut faire une petite parenthèse quand même. Tous les pays n'ont pas géré l'épidémie avec un confinement et les pays qui ont géré, certains les pays asiatiques en particulier, la Suède même, qui n'ont pas géré l'épidémie avec le confinement, les pays asiatiques s'en sont mieux sortis. Ce qui veut dire que quand on respecte mieux les droits naturels, la liberté, la propriété et la personnalité, on s'en sort mieux au point de vue épidémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien gérer une épidémie? Bien gérer une épidémie, ça ne veut pas dire zéro de cas d'infection, ça ne veut pas dire un système rationner les soins, empêcher les gens d'accéder aux médecins, les confiner chez eux, pour protéger les services de réanimation. Ça, c'est pas bien gérer une épidémie. Bien gérer une épidémie, c'est préserver l'activité économique, laisser les gens libres de vivre leur vie, de vaquer leurs occupations et avoir en même temps un système de santé qui est suffisamment solide et costaud pour pouvoir encaisser le choc de l'épidémie. Il faut les trois. Il faut qu'il y ait une mortalité faible avec l'épidémie, il faut qu'il y ait une hospitalisation peu nombreuse, des décès peu nombreux, et il faut qu'il y ait une économie qui tourne, des gens qui sont libres. Si on sacrifie la liberté ou si on sacrifie l'économie et que là en plus on se retrouve avec des morts plus qu'on aurait dû, tout est raté. Donc tout est raté. Même si on arrive à épargner la surcharge des services de réanimation hospitalière et qu'on massacre l'économie, qu'on massacre les gens, que les gens finissent par se suicider de désespoir, je suis désolé, la prise en charge de l'épidémie est ratée. C'est pas ça la bonne prise en charge de l'épidémie. Alors, on va discuter, avancer un petit peu et maintenant voir ce que l'on pourrait faire si Bastia était là ou si l'on respectait ou si l'on choisissait de laisser la liberté aux gens. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Laisser la liberté aux gens, ça veut dire qu'il faut d'abord reprendre le contrôle de la gestion de l'épidémie par un côté médical, ce qui veut dire qu'il faut laisser les médecins à tout leur niveau de responsabilité reprendre en charge complètement l'épidémie sans que l'État se mêle, ni de prescription, ni de ce qu'ils peuvent faire, prescrire, donner ou ne pas donner ou ne pas prescrire. Ça, c'est vraiment la base. Ensuite, il faut s'assurer que notre système de santé puisse prendre en charge tous les malades. On prend en charge les personnes de manière précoce, on prend en charge les malades et surtout on soigne les malades. On soigne les malades et les autres personnes, on peut les laisser tranquilles d'aller à leurs occupations. On les laisse tranquilles avec la responsabilité de gérer leur vie. C'est-à-dire, si une personne est inquiète et n'a pas confiance, qu'elle veut rester chez elle, ne pas aller au restaurant, etc., elle ne va pas chez elle, elle ne va pas au restaurant, elle va pas au cinéma. Si une personne a confiance et veut aller au restaurant, au cinéma, elle va au restaurant, au cinéma. Elle respecte, elle se lave les mains. Si elle veut mettre un masque, elle met un masque pour garder les précautions, ce qu'on appelle les gestes barrières. Comme ça, la vraie responsabilité est mise en place. Ça, c'est la responsabilité. On n'a pas besoin de fermer les restaurants, fermer les commerces, si les gens sont responsables de leur vie. L'autre avantage qu'il y a, c'est qu'à partir du moment où on laisse les gens sains vaquer à leurs occupations, on protège simplement, on leur demande simplement de faire attention aux personnes fragiles de leur entourage, soit parce qu'elles sont des personnes malades, soit des personnes âgées, d'aller voir les personnes âgées de leur entourage avec en mettant prendre les précautions de ne pas y aller s'il faut. Mais on tient compte également de la décision des personnes âgées, c'est-à-dire que si une personne âgée veut voir ses petits-enfants, je ne vois pas pourquoi on l'interdirait de voir ses petits-enfants. Il y a des précautions à prendre peut-être, mais c'est la personne qui est malade ou la personne qui a des comorbidités est quand même libre d'assumer sa vie et son choix de vie. Et ça, c'est important, on ne peut pas imposer, on ne peut pas priver de liberté des personnes qui sont malades ou priver de liberté des personnes
qui ont des fragilités, au prétexte qu'elles ont des fragilités. Elles sont quand même libres de choisir ce qui est important pour elles. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, comme il faut se préparer, si on fait un confinement, on fait deux confinements, on prend déjà le troisième confinement. Si les confinements se succèdent comme ça, comme ce moyen de traiter l'épidémie, déjà que l'économie française n'était pas très solide avant le premier confinement, la France ne sera jamais en état de supporter d'autres épidémies ou d'autres catastrophes, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que le moyen qui a été choisi est un moyen qui est tellement délétère que ça tue le pays, que ça détruit complètement les gens, et on va se retrouver sans aucun moyen pour faire face à quoi que ce soit. Et ça, il faut en tenir compte parce que l'épidémie l'humanité a fait face à d'autres épidémies, fera face à d'autres épidémies. Il faut se préparer. Alors, comment se préparer? Donc, je vous ai dit que pour Frédéric Bastiat, l'État avait se concentrer sur ce qui est la protection, c'est-à-dire la protection de la liberté et de la propriété de la personnalité, qui veut dire qu'il va se concentrer sur ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Bastiat ajoute qu'il peut aussi s'occuper de quelques fonctions qui sont au-delà des capacités individuelles. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que la gestion, la prise en charge d'une épidémie peut être en partie étatique? Les libéraux purs et durs diront non, mais par contre, si on écoute Bastiat, on peut dire oui à partir du moment où l'on considère que ça peut être ça peut rentrer dans la fonction de sécurité. Donc, il faut que cette marge de manœuvre dont je parlais tout à l'heure, qui permet à un système de santé d'encaisser des coups durs, cette marge de manœuvre-là, cette sécurité, peut être prise en charge par l'État. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, on prévoit un peu plus de lits de réanimation de ce que l'on a besoin en temps courant. On peut aussi confier à un corps qui est particulièrement sollicité dans les missions de sécurité actuellement, et de tout temps d'ailleurs, c'est l'armée. Le service de santé des armées, à ma connaissance, a un régiment médical et un régiment NRBC, ce qui est très peu. Si on veut donner une marge de manœuvre à l'État et rester, pardon, au pays et rester dans ce qui est le régalien à la sécurité, on pourrait très bien confier un service de santé musclé la prise en charge des coups durs, comme l'armée prend en charge des coups durs qui peuvent affecter le pays. Ça, c'est une chose. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la liberté est un principe et qu'on ne recule pas sur les principes. Ça veut dire qu'il faut défendre la liberté et la responsabilité et le libre choix des gens. Ça, c'est une chose. Il faut arrêter de gouverner par la peur. Quand on gouverne par la peur, on n'arrive jamais à quelque chose de bon. On fait toujours des catastrophes, on prend des mauvaises décisions et c'est pas bon. Il faut que l'État cesse d'infantiliser les gens. Les Français sont les adultes et responsables. Quand on voit comment ça se passe dans la rue, les gens, quand on leur dit clairement ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils peuvent faire, ils respectent les gestes barrières. On raconte toujours que c'est le peuple est indiscipliné, mais c'est pas vrai. La vraie vie, les gens sont disciplinés. Il faut que la politique cesse de vouloir se mêler de ce qui ne la regarde pas et se concentre sur ce qui lui appartient vraiment, la fonction régalienne, la sécurité et la justice. Sécurité intérieure, extérieure et la justice. En fait, il faut rétablir la confiance, et pour rétablir la confiance, il faut rendre aux Français leur liberté, qu'ils puissent acquérir leurs occupations, leur rendre la liberté économique, leur rendre la libre disposition du flux de leur travail, etc., et que l'État ne se mêle plus de tout ça. À partir du moment où les Français retrouveront l'espoir, ils retrouveront la confiance. Alors, je ne sais pas s'ils retrouveront confiance dans leur gouvernement, mais au moins ils retrouveront confiance dans la vie. Et retrouver confiance dans la vie, ça veut dire qu'ils pourront bâtir des projets de vie, qu'ils pourront continuer à avoir des rêves, et à ce moment-là, il faudra être conscient que retrouver la liberté est tellement important qu'il ne faut jamais renoncer à se battre pour la liberté. Merci à tous, et puis je vous dis à la prochaine fois, bonne fête, bon Noël, et portez-vous bien.